Est-ce que la LCEN, avec la responsabilisation des hébergeurs, ne fait pas déjà cette pression sur les intermédiaires techniques, tel que vous l'avez décrit sur SOPA? Disons que on peut dire, oui, quelque part que c'était enfermant déjà dans la LCEN qui déjà met une couche de responsabilité sur l'intermédiaire technique. Mais là, dans la LCEN et dans la directive européenne dans laquelle c'est issu, il y a quand même une prime à la non-action. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si l'hébergeur, par exemple, n'est pas proactif, il gagne une forme d'irresponsabilité. C'est uniquement si on lui signale qu'un contenu, il faut qu'il y ait une action active d'un titulaire de droit pour lui signaler une infraction, là, il faut qu'il réagisse pour retirer le contenu rapidement. Donc dans le système de ce système-là de responsabilité, il y avait quand même une incitation à ce que l'intermédiaire technique n'agisse pas, quoi. Et donc, à mon avis, ça, c'est quand même c'était relativement protecteur. Et ça l'est d'autant plus que comme je vous l'ai dit, là, la jurisprudence européenne a dit qu'on n'avait pas le droit, y compris par voie de justice, d'imposer, par exemple, à un hébergeur de filtrer les contenus pour empêcher qu'un contenu qui avait déjà été retiré une fois revienne. Ça, c'est interdit vis-à-vis de la jurisprudence européenne. Donc, c'est vrai que l'idéal, ce serait qu'il soit pas du tout responsable, qu'il y ait une exemption totale de responsabilité. Ce serait peut-être excessif aussi. Il y a des cas où vraiment extrêmes, où une action est sûrement nécessaire, quoi. Mais donc, ouais, je suis d'accord qu'il y a sûrement déjà des ferments de ça dans la loi LCEN. Mais là, pour moi, on change complètement de logique parce que on va leur dire, au contraire, si vous n'agissez pas et de manière proactive, là, vous allez être responsable ou on va chercher à vous sanctionner. Bonjour. Moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est qu'est-ce qui fait qu'en France, on n'a pas encore ces systèmes d'accord entre les hébergeurs et les représentants des ayants droit qui feraient une riposte graduée automatique? Alors, cyniquement, je dirais que en France, c'est tellement facile pour les titulaires de droit de faire passer les lois qu'ils veulent, qu'ils ont peut-être pas encore la tentation de passer par le contrat. Vous voyez, ils ont déjà tellement de marge de manœuvre au niveau de la loi que, à mon avis, ils ont encore tout intérêt à essayer d'agir par l'aspect législatif. De mon sens, c'est certainement ça qui a dû jouer aux États-Unis. Ils ont dû sentir que le coup d'arrêt de SOPA était vraiment trop définitif et qu'ils pouvaient plus refaire le même coup et passer par la voie législative. Je pense que ça doit jouer. Ça doit jouer. Et la deuxième question, alors là, elle est plus... c'est tout au début de la présentation, c'est comment est-ce qu'on peut prétendre effectivement que, puisqu'on est dans un système par couche ségrégué, comme tu disais, où il y a les câbles, etc., le protocole et puis les contenus, comment est-ce qu'on peut prétendre que le système est ouvert quand on a toute la partie hardware, les câbles et tout ça qui appartiennent à des boîtes, puisqu'elles contrôlent ça, et on l'a vu avec la NSA, c'est ce que tu disais, c'est que il y a des gens qui peuvent intercepter, qui peuvent couper des câbles, etc. Donc l'architecture, en fait, physique, elle va quand même impliquer très fortement tout le reste. Ouais, alors ça c'est sûr que la vision de l'ESIG, elle a complètement été, elle a été remise en question par ce qui s'est passé avec Prism et compagnie. C'est sûr que là. Le système Prism aussi s'appuie beaucoup aussi sur une collaboration entre les gros géants d'internet, qui sont souvent des intermédiaires techniques, et les gouvernements. Il y a aussi cette dimension. Mais c'est sûr que pour moi, ça rebrasse pas mal le schéma qu'il avait réalisé. Sachant que, si je peux me permettre, je vois deux aspects à l'inverse de ça. C'est que, pour dire tout à l'heure les histoires d'hébergeurs français, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de gros pure player en France. On n'a pas YouTube n'est pas français et tous les gros sont pas français. Par contre, pour mettre un bémol à l'NSA, on sait aussi que la crypto, ça marche. Donc la couche physique, si on la crypte, si on la chiffre, on peut la protéger. Et on peut la re-rendre ouverte. Voilà. Tant que tout le monde le fait, parce que il faut quand même se baser sur le principe de crypto-anarchie. Si y a que quelques-uns qui chiffrent, on peut tout simplement retirer tout le trafic chiffré et après tout le monde est obligé de parler en clair. Mais justement, je voulais reprendre sur ce point.
Justement sur le fait que quand on dit que la loi rentre dans le code, il rentre dans le code, mais dans certains codes, il rentre uniquement dans le code privateur qui n'est pas dans la base internet, et que les gens, je veux dire, sont pas obligés d'utiliser vraiment du logiciel privateur pour utiliser Internet aujourd'hui. C'est les DRM, on est obligé d'utiliser des lecteurs qui les implémentent. Si on utilise des logiciels libres, on peut pas implémenter les DRM, ou alors si on le fait, tout le monde pourra copier et à la fin ils seront complètement inefficaces. De plus, toutes les mesures de restriction, de filtrage et tout ça sont complètement inutiles à partir du moment où on chiffre. Actuellement, on a découvert que le chiffrement fonctionne, mais qui est un peu mal implémenté sur le système de la vérification, tout ça. Mais il y a juste des mouvements ultra, qui se développent beaucoup à propos de resécuriser toute l'infrastructure Internet. Il y a eu le 37 et le 30e, ouais, le 37e. Ah, c'est 30e. C'est ce que je disais. Voilà. Dans lequel, par exemple, il y a le projet GNUnet qui s'est développé. Ils sont en train de refaire tout. Ils sont en train de rajouter des couches pour absolument tout chiffrer et tout rendre, mais très décentralisé. En plus de ça, on a les FAI, les FAI associatifs, DIY qui se développent, qui commencent à aller à l'international. Au début, c'était un peu qu'en France et ça commence à se développer. Donc en plus de ça, il n'y a pas seulement la réponse au niveau de la loi qui doit se faire, mais il y a aussi celle au niveau individuel. Le fait d'utiliser des logiciels libres, le fait de promouvoir certaines utilisations d'Internet décentralisées et le fait de chiffrer. Alors, il n'y a pas que la loi. Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. De toute façon, c'est les deux faces d'une même pièce, quoi. C'est-à-dire, moi, ce que j'aimerais, c'est que les deux faces justement soient pas vues comme des choses opposées, parce que c'est des fois des attitudes que je rencontre. Soit des gens qui disent, il y a que la voie légale, parce que de toute façon, le recours au logiciel libre, à l'auto-hébergement, à la crypto, ça touchera qu'une toute petite partie de la population et ça aura jamais l'effet de levier pour voilà. Bon, je pense pas. Hein, je pense qu'on peut arriver à développer ça. Et je vois, au contraire, pas mal de gens qui sont dans ces approches techniques et qui du coup renoncent à l'aspect légal, quoi. Donc, je pense qu'il faut vraiment que les deux aillent ensemble et que c'est fondamental. Oui, ça marche, voilà. On peut se protéger peut-être côté client avec des logiciels libres, de la cryptographie, mais là où je pense que les choses sont encore plus subtiles, voire vicieuses, c'est que actuellement l'attaque se fait plutôt côté fournisseurs de contenu. S'ils sont pas autonomes financièrement, ils ont besoin d'avoir recours à la publicité. Et là, c'est même plus que la loi qui rentre dans le code, c'est la morale qui rentre dans le code. On voit certains sites qui se trouvent privés de publicité et de revenus parce qu'ils affichent, par exemple, de la nudité ou certaines images. Donc là, même si on crypte, si le site qu'on veut atteindre est fermé ou se voit fermé parce qu'il a plus de revenus, c'est quand même plus que la loi, c'est même la morale et la censure qui commence à rentrer dans le système, quoi. Oui, ça touche pas que. Ouais. Excusez-moi pour les gens internet, il faut que je parle dans le micro. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'était ce problème-là, on l'a déjà au niveau des journaux papier qui existent aujourd'hui, puisque on l'a vu avec des affaires comme l'affaire Servier, où il y a des journaux qui ont osé parler de cette affaire et dire qu'il y avait peut-être eu des choses bizarres avec le Mediator, qui se sont vus couper toute leur chaîne publicitaire par le laboratoire Servier, et donc c'est un problème qui existe déjà et pour l'instant on n'a pas vraiment de solution, quoi. Justement, pour répondre au fait justement des fournisseurs de contenu qui réagissent face à ça, le problème justement c'est le problème d'une mauvaise utilisation d'Internet. Internet à la base est censé être décentralisé et donc chacun doit être maître de la diffusion de ses contenus. À partir du moment où où on est dépendant d'autres fournisseurs, là ils ont un pouvoir sur nous et ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il faut justement décentraliser, utiliser les moyens pair à pair, tout ça. Après, il y a je voulais aussi dire quelque chose sur l'aspect les deux facettes d'une même pièce, code et loi.
C'est en fait, je pense, parce qu'il y a une partie qui se base, et parce qu'on voit bien ça, par exemple, quand on entend Benjamin Sontag parler, défendre la neutralité du net, et quand on voit Benjamin Bayard défendre la neutralité du net, il y a un aspect différent. Il y en a un qui est un aspect plus démocratique, plus institutionnel, de faire passer les lois, de faire comprendre ça aux politiques. Il y a un aspect plus populaire, plus anarchiste, plus éducatif, de faire passer ça par l'éducation, par le fait de comprendre ce qu'on fait, de reprendre le contrôle sur ce qu'on utilise, etc. Voilà. Ouais, je pense que les vrais mouvements citoyens qui arriveront à peser dans ces évolutions, c'est ceux qui arriveront à faire cette alliance, quoi. Cette alliance, c'est ça qui a arrêté la loi SOPA aux États-Unis. Ça a beaucoup joué dans le fait d'arrêter l'accord ACTA. Maintenant, il faut voir si on a la capacité de le refaire en France pour la loi qui vient, quoi. Alors, s'il n'y a plus de Larsen, voilà, c'est bon. Donc merci beaucoup.